Bonjour à tous. Bienvenue à notre dernière conférence dans le cadre de la programmation En route vers les 20 ans du campus de l'Université de Montréal en Mauricie. Je me présente, Marie-Hélène Giroir. Je suis la vice-doyenne associée du campus de l'Université de Montréal en Mauricie et je suis très heureuse de vous accueillir à cette rencontre. Avant de débuter, j'aimerais reconnaître que nous sommes situés en territoire autochtone non cédé par voie de traité et je souhaite saluer ceux et celles qui, depuis des temps immémoriaux, en ont été les gardiens traditionnels. J'exprime mon respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés ici et partout autour du monde. J'aimerais aussi souligner le partenariat avec le CIUS-MCQ qui nous permet de bénéficier des locaux du pavillon d'enseignement pour remplir notre mission et ainsi de vous accueillir dans cet auditorium ce soir. Le campus de l'Université de Montréal en Mauricie a accueilli ses premiers étudiants en 2004. On célébrera donc nos 20 ans lors de la prochaine rentrée académique. En date d'aujourd'hui, en incluant les diplômés de cette année, ce sont 575 personnes qui ont fait leur parcours d'études médicales prédoctorales qui ont été diplômées. Environ 60% de ces derniers ont choisi la médecine de famille comme discipline et les autres différentes spécialités pour leur programme de résidence. Nos diplômés ayant terminé leur résidence et ayant débuté leur pratique médicale se retrouvent dans toutes les régions administratives du Québec et en plus grand nombre en Mauricie. Quelques-uns font profiter leur expertise aux populations de d'autres provinces, comme en Ontario ou en Colombie-Britannique. Nos conférenciers ont été identifiés par nos anciens diplômés comme ayant des parcours inspirants. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Dr. Frédéric Lemaire. Dr. Lemaire est un fier diplômé de la première cohorte qui a gradué en 2009. Il a par la suite complété sa résidence en médecine de famille à l'hôpital Charlemagne, affilié à l'Université de Sherbrooke. Il a fait une formation en médecine d'urgence à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, puis un fellowship en soins critiques via le Resuscitation Leadership Academy. Il est actuellement médecin et pratique l'urgence à l'hôpital Charlemagne, et ce depuis 2013, et il est professeur d'enseignement clinique à l'Université de Sherbrooke. Il est fondateur et directeur général d'Applications MD, un organisme à but non lucratif derrière les applications Easy Drips et Easy Resus. Vous comprenez ici sa passion pour l'intersection entre la réanimation et la technologie. Je vous laisse découvrir son parcours à travers sa conférence intitulée « De Trois-Rivières à l'espace lointain, parcours d'un fier médecin de famille ». Dr. Lemaire, à vous la parole. Merci beaucoup tout le monde. C'est drôle la vie, hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas, là, dans tout ce qui est l'industrie aérospatiale, c'est des gens très superstitieux. Okay? Avant chaque lancement d'une navette, tout le monde s'achète des bas d'espace. C'est bien important, okay, pour être sûr qu'il arrive. Mais ça, moi, ma mère, elle ne sait pas ça, mais elle m'a quand même acheté des bas d'espace pour la présentation. Moi, dans le fond, j'étais un gars de Trois-Rivières, puis quand j'étais petit, j'étais un inventeur. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai reçu de mon chum. Moi, je voulais partir de cette conférence-là en disant, c'est fou comment on évolue en 20 ans. Tu sais, on change, on devient une meilleure personne. Puis là, pour mes 39 ans, mon chum m'a envoyé le texte qu'il a écrit en secondaire 5 dans le cahier, puis il m'a dit, « Mon Fred, après 25 ans, tes défauts sont encore d'actualité. » Fait que, finalement, ça change peut-être comme pas tant que ça. Puis moi, quand j'étais petit... j'étais un inventeur. J'étais le genre de petit gars, okay, qui prenait un séchoir, qui commençait à le démonter, qui prenait le petit moteur avec des pales. Puis après ça, je prenais un petit peu de batterie 9 volts, je mets ça avec une switch, je mets ça sur un petit bâton de bois. Puis après ça, je mettais ça dans mon manteau à la cour de récré de l'école Sainte-Thérèse. Puis j'arrivais en plein hiver, puis je disais à ma gang, « Pourquoi vous avez besoin d'une pelle quand vous allez avoir un déneigeur automatique? » Puis là, je faisais « Bzzz ». Puis là, je réussissais à comme déneiger 30 cm² de neige. Puis j'aimais vraiment ça, démonter des affaires, faire du code, essayer de comprendre comment ça marche. Mais je ne savais pas trop ce que j'allais faire plus tard. Puis ça, je l'ai su quand j'ai vu le film Apollo 13. Écoute, cette histoire-là du plus gros sauvetage de l'humanité. 3 astronautes qui décollent le 11 avril 1970 vers la Lune. Le but, c'était qu'ils soient la 3e équipe de toute l'histoire de l'humanité à mettre le pied sur la Lune. Mais il y a une tank à oxygène qui explose au jour 2. Puis ça, c'est quand même assez fou quand on y pense, OK? Parce qu'entre Apollo 12 puis 13, la seule chose qu'ils ont faite, c'est changer le voltage de 24 à 64 volts, puis il y avait une petite switch d'une tank à oxygène, ça a fait une spark, puis
à 320 000 km de la Terre. Là, faites juste vous imaginer, vous êtes ces astronautes-là. Là, okay? Vous vous retrouvez à aller vous réfugier dans le module lunaire, une place qui est tellement petite qu'à partir du jour 3, ils commencent à s'asphyxier puis ils n'ont pas le choix de faire un filtre à CO2 juste pour ne pas mourir. Après ça, ils coupent le courant. Ils n'ont plus aucun panneau de navigation parce qu'ils veulent préserver les batteries. Puis après ça, ils vont juste s'orienter avec la lumière du soleil et avec des flashlights. Puis le plan de match, c'est de prendre le module lunaire avec son mini-propulseur qui n'est pas fait pour ça pantoute, là, OK? Pour réussir à entrer dans l'orbite de la Lune, prendre de la vitesse avec l'orbite de la Lune comme un slingshot pour à revenir sur Terre. Moi, quand j'ai vu ce film-là, j'étais comme, je sais exactement ce que je vais faire plus tard. Je me suis dit, moi, quand je vais être grand, je vais être comme Walter. Walter, c'est comme le chef des ingénieurs, OK? Puis là, j'ai réécouté le film juste pour être sûr que j'avais pas rien halluciné. Puis, en réécoutant le film, il y a une scène où que Walter il dit à sa gang, « Hey, gang, on a les astronautes qui sont en train de mourir présentement. Il faut que vous réussissiez à faire fitter ce filtre carré-là dans un rond. Vous avez 2 heures, puis vous avez juste ça, puis du duct tape. » Puis moi, comme petit gars de 11 ans, ça représente encore aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. Je me disais, oh my God, hey, imagine là, que tu es cette équipe-là qui se fait dire ça. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir, il faut que tu trouves une solution tout de suite, puis fais ça avec ça, puis du duct tape. Fait que c'est pour ça que je suis allé, à ce moment-là, comme quelques semaines plus tard, quand le Nouvelliste est venu à l'École Sainte-Thérèse, j'ai dit, moi, plus tard, je vais être comme Walter. Je vais être un ingénieur en aéronautique. Puis j'étais vraiment sûr de ma shot. Puis là, après ça, je suis arrivé au secondaire, puis tranquillement, j'ai comme découvert que le day-to-day d'un ingénieur en aéronautique, c'est pas vraiment de sauver comme des vies avec du duct tape, tu sais. Puis là, j'étais super déçu de me rendre compte que dans le fond, ce qu'ils font, c'est comme optimiser des équations de combustion de moteur pour dire « Ouais, on a gagné 2 ». Puis là, j'ai fait « OK, c'est pas ça que je veux faire ». Puis là, je me suis ramassé au Collège La Flèche avec un cours de premiers soins avec Marcel Roux, qui est dans le coin là-bas. Puis Marcel, il donnait un cours pas mal intense, OK? C'était tellement fou, là. Je me rappelle, à un moment donné, on a passé un examen, puis Marcel avait commencé à convulser. Puis c'était vraiment pas clair si jamais c'était le test où on avait un patient épileptique. Tu sais, c'était comme vraiment convaincant. Puis après ça, il tombait inconscient, puis on était comme... Tabarouette! Puis là, on faisait des manœuvres d'ouverture du airway, mais c'était vraiment... Puis là, moi, j'étais super excité par ce cours-là. Puis Marcel, après ça, il m'a dit, hey, si t'es excité comme ça, là, tu devrais rencontrer un jeune loup de la médecine d'urgence, Dr Olivier Roy, qui est un urgentou qui commençait sa pratique à l'urgence. Puis je suis allé faire un shift à l'urgence de soir avec Olivier. Puis ça m'a vraiment marqué. Tu sais, d'arriver, là, hey, je veux dire, t'es petit, là, t'es au cégep, t'arrives par la porte de l'urgence, il fait noir, là, tu vois personnel autorisé seulement, tu fais comme, tabarouette, tu pousses là-dessus. Puis c'est drôle parce qu'après ça, moi, ce que je me suis le plus rappelé, c'est qu'Olivier, il a fait des points sur une madame, probablement qu'il n'avait même pas besoin de point de suture. Il voulait juste me montrer comme un point de suture, puis là, j'étais revenu, hey, c'est écœurant. Puis après ça, à ce jour, tous les étudiants que j'ai amenés en stage, c'est toujours les points de suture qui les impressionnent. C'est jamais comme la madame en choc septique super compliquée à gérer. Fait qu'ils sont tout le temps, on a fait des points. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est ça que je vais faire plus tard. Moi, plus tard, je vais être un médecin d'urgence. Tu sais, moi, je fais partie de la première cohorte en 2004. Puis quand on y pense, ça prenait du guts pour partir d'une faculté de médecine à Trois-Rivières. Tu sais, 20 ans plus tard, quand tu as une belle faculté qui va bien, qui est primée. Mais nous autres, au début, quand on est arrivés, c'était pas clair que ça allait être un gros succès comme ça. Tu sais, on est arrivés, on n'avait pas de locaux. On avait des cours de visioconférence qui coupaient en plein milieu. Puis c'était vraiment pas facile. Mais ce qu'on avait, par exemple, c'était une gang de professeurs avec une motivation extraordinaire. Puis on sentait à tous les niveaux, tant au niveau de l'hôpital que la communauté, que les docteurs, le personnel administratif, tu disais, hey, ils ont vraiment un rêve. Puis quand tu es un étudiant, bien, tu finis par être inspiré de tout ça. Fait qu'après ça, quand tu te dis, hey, on préfère de l'aide humanitaire, bon, on va juste faire un comité d'aide humanitaire. Puis après ça, quand tu te faisais dire, hey, ça serait cool qu'on lève de l'argent pour la fondation de l'hôpital. Bon, on a juste à faire un marathon entre Trois-Rivières puis Montréal à relais pour lever de l'argent. Puis c'est ça qu'on a fait. Puis t'as raison, Dr Dazé était moins en forme dans ce temps-là. Mais il s'améliore avec le temps. Puis je suis sorti de Trois-Rivières en me disant, dans le fond, dans la vie, la seule chose que tu as besoin, c'est d'un grand rêve, puis tout est possible. Tu as juste besoin d'une équipe de feu puis de la détermination. Puis après ça, 3 ans plus tard, j'ai commencé ma carrière comme médecin d'urgence à l'hôpital Charlemagne. Puis je me rappelle encore vraiment bien, j'étais vraiment terrorisé. C'était vraiment tough. Je pense que
c'est dur de faire comme un pouce en l'air moins convaincant que ça, là. Puis ce que je trouvais le plus tough, c'est que quand tu es un étudiant, à un moment donné, tu commences à penser que tu es bon parce que tu fais des chiffres, tu prends des décisions, mais il y a tout le temps quelqu'un qui est en arrière de toi. Puis moi, la transition de dire « Hey, là, je commence à travailler, je suis tout seul, puis je prends je prends des décisions qui ont un impact sur un autre être humain », j'ai trouvé ça extrêmement lourd à porter. Mais honnêtement, je ne l'ai jamais senti aussi lourd qu'à la journée où j'ai rencontré un petit garçon que je vais me rappeler toute ma vie, Benjamin. Le premier enfant que j'ai eu à réanimer dans ma carrière de médecin d'urgence. Puis c'était dans ma première année de pratique, puis même si ça fait 11 ans, je me rappelle comme si c'était hier. J'étais en train de faire un chiffre de soir, c'était super relax, j'étais en train d'écrire la note d'un patient, puis j'ai entendu Jean-Seb qui a crié dans le corridor. Mais tu sais, Jean-Seb, c'est un infirmier qui a tout vu, lui. Là. Ça fait 15 ans qu'il travaille de nuit, il est tout le temps relax. Fait que si lui est en train de crier, c'est vraiment une catastrophe. Puis je me rappelle l'avoir vu comme courir dans le corridor. Puis tu sais comment des fois, il y a comme une seconde avant que ton cerveau comprenne qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis là, je voyais Jean-Seb, il criait, il était pâle. Puis là, tout d'un coup, j'ai vu, il tient un petit bébé en arrêt cardiaque dans ses mains. Puis je me rappelle encore avec beaucoup, beaucoup de détails quand je suis rentré dans la salle de réanimation. Tu sais que je suis arrivé, puis la première image que j'avais, c'était comment il était petit. Tu sais, c'était un mini bébé dans une immense civière pour adultes. Tu sais, que j'ai mis mon stéthoscope sur son thorax, ça prenait comme toute sa poitrine. Puis c'était vraiment, vraiment une confusion totale. Parce que ce cas-là, on n'était pas prêts, là. Tu sais, c'est pas un cas qu'on a un appel des ambulanciers, qu'on a le temps de préparer les médicaments, qu'on prépare l'équipement, que le monde... Là, il y avait juste moi, Jean-Seb, puis Benjamin en train de mourir. Puis aucune idée de qu'est-ce qui se passe. Tu sais, ses parents sont où, pourquoi qu'il est là? Rien. Fait qu'on a appelé tout le monde, on s'est ramassé une quinzaine en salle de réanimation, on a donné de l'oxygène, on lui a mis un accès intraveineux dans ses veines. C'est venu assez clair qu'il fallait partir une perfusion d'épinéphrine pour réussir à faire monter sa pression. Puis, tu sais, vous pouvez vous imaginer, tu sais, c'est pas vrai que la vie de Benjamin va dépendre de la dose que j'ai dans ma tête pour pouvoir partir la perfusion d'épinéphrine. Fait que j'ai pris, à ce moment-là, sur mon téléphone, une application qui est un gros dictionnaire, tu sais, qui s'appelle UpToDate. Puis je me rappelle avoir vraiment eu de la difficulté à faire du sens de tout le texte. Fait que là, j'étais là à scroller, puis à essayer de trouver l'information, puis le stress était tellement intense que j'essayais de trouver la dose, mais c'est que c'était pas fait pour la réanimation. Il y avait toutes les indications, il y a tous les médicaments possibles. Puis après ça, j'ai fini par le trouver. J'ai fini par trouver la dose à 0,1 microgramme par kilo par minute. Fait que ça, j'ai dit à Jean-Seb. J'ai dit, OK, mon Jean-Seb, on part ça, 0,1 microgramme par kilo par minute, let's go. Puis je me rappelle encore de la face de Jean-Seb quand il m'a dit, ouais, mais Fred, c'est quoi la recette? Je sais pas. Pourquoi tu parles de la recette? Ben, il dit, on met ça dans du D5, du salin, si tu un sac de 50. J'ai dit, mais d'habitude, Jean-Seb, c'est toi qui sais ça. Il dit, ouais, mais un enfant comme de ce poids-là, j'ai pas vu ça depuis je sais pas combien de temps. Fait qu'on savait pas c'était quoi la recette. Fait qu'on a appelé les pharmaciens, puis on était vraiment chanceux qu'il y avait un pharmacien qui était de garde. Puis le pharmacien est descendu, puis il a commencé à regarder dans ses livres. Puis c'était vraiment stressant parce que là, la mère est arrivée, la mère pleurait, il y avait 15 personnes. Tout le monde est un peu en train de perdre le contrôle. Puis là, on flippe les pages, puis on finit par trouver la recette. On a juste à prendre 0,5 mg à mettre dans 50 ml de D5. Mais le problème, c'est que cette recette-là, c'était pas dans nos pompes. Fait que là, on a commencé à faire quelque chose qui ressemble à ça. Fait qu'on se dit, OK, de l'épinéphrine, c'est 1 mg par millilitre. Fait que si tu fais 0,5 divisé par 1, ça fait 0,5 millilitres. Si tu mets 0,5 mg dans 50 plus 0,5, tu fais 0,5 divisé par 50,5, ça va donner la concentration. Après ça, tu peux dire, il est 3,4 kg, fait que je vais faire fois 0,1 microgramme par kilo par minute. Je vais faire fois 60 pour mettre ça en heure, puis je vais le diminuer par 1000 pour mettre les microgrammes en milligrammes. Puis là, un coup, j'ai les deux en milligrammes, je vais prendre le deuxième chiffre, puis je vais diviser par le premier chiffre, puis je vais avoir 2,06 millilitres/heure. Fait que je vais avoir le débit que je vais pouvoir partir à la perfusion. Mais là, le problème, c'est que Jean-Seb, il n'avait pas le même chiffre que moi. Parce que vous pouvez vous imaginer, tu sais, moi, je suis là à ma première année de pratique, il y a un enfant qui est en train de mourir, il y a 15 personnes qui te regardent comme leader, puis tu es sur le bord de faire une erreur de 4 fois la dose. C'est épouvantable. Fait qu'on s'est mis tout à recalculer. Puis je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, mais quand tu es stressé puis tu essaies de recalculer quelque chose, c'est juste pire. Parce que là, tu essaies d'aller vite, puis plus tu essaies d'aller vite, plus tu pèses sur clear puis que ça marche pas. Mais on a fini par réussir à le stabiliser. Fait qu'on a stabilisé Benjamin, on l'a transféré dans un hôpital pédiatrique. Puis ça a vraiment super bien été. Tu sais, lui, une semaine plus tard, il était sorti des soins intensifs. J'ai appelé la mère, puis elle a dit, il n'y a pas de séquelles, pas de complications. Mais moi, j'ai été profondément marqué par ce cas-là. Puis je me suis dit, c'est pas vrai qu'on ne peut pas faire quelque chose pour ça, pour plus jamais que ça nous arrive. Fait que j'ai pensé beaucoup à ce cas-là pour essayer de comprendre c'était quoi qui était dur.
Puis une des choses qui m'est venue vite à la tête, c'est, surprenamment, c'était pas un problème de diagnostic. Parce que quand il est arrivé, en à peu près 5 minutes, c'était évident qu'il y avait une grosse infection, puis il était en choc septique profond. Puis on savait exactement quoi faire, mais le problème, c'était de le faire. C'était de le faire le plus vite possible quand tu sais qu'il y a la vie de quelqu'un qui est en jeu, que tu ne veux pas te tromper. Fait que dans le fond, le problème, c'était la logistique de la réanimation. Fait que là, j'ai pris une couple de mes amis, dont la pharmacienne Mireille qui était sur le cas avec moi, puis on a commencé à brainstormer, à dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour adresser la logistique de la réanimation, pour être sûr qu'on n'a plus jamais à calculer une dose de notre vie. Puis là, on a pensé, puis là, tout d'un coup, on a eu une idée révolutionnaire. On s'est dit, on va faire des tableaux Excel. Fait que là, ça a l'air simple, là, mais c'est pas n'importe quel tableau Excel. Okay? C'est un tableau Excel avec tout, là, avec la dose, avec la recette, avec le diluant, avec la vitesse, avec l'indication, avec les compatibilités, les références à jour. On n'aura plus jamais à calculer rien de notre vie. Fait que là, on était super excités. On s'est dit, on va faire ça quoi? Ça va prendre 3 mois, 40 médicaments. Puis honnêtement, j'avais absolument aucune idée dans quoi on s'embarquait. Tu sais, on a commencé à recevoir, on était à peu près 10 bénévoles sur ce truc-là, puis là, on a commencé à recevoir les emails du monde. Tu sais, tu as des emails de 12 pages. Là, tu as quelqu'un qui n'a pas de rapport, qui a répondu 8 pages, qui n'a pas lu le 12 pages. Puis là, c'était all over the place. Parce que plus que tu commences à gratter dans ces affaires-là, ça a l'air simple au début, mais en arrière de chaque dose, bien, il y a des dizaines d'études qui ont toutes des faiblesses méthodologiques, qui ont des biais, il y a des opinions d'experts. Puis il y a des façons de vraiment créer du tort. Il y a des recettes qui sont compliquées. Il y a des façons de présenter les recettes qui sont plus à risque d'erreur. Fait que c'était vraiment complexe. Puis on est tombé à un point où les emails s'étaient rendus ingérables. Fait que là, on s'est dit, all right. Là, Mireille et moi, on a dit, pose ces emails. On va imprimer les emails, puis on va se faire des réunions pour jaser des emails. Fait que là, on se ramassait autour d'une table à dire, OK, là, Mathieu t'a dit ça n'a pas rapport. Puis là, on s'est mis à cocher parce qu'il fallait comme reprendre le contrôle de cette patente-là. Mais là, après comme 1 mois, on s'est retrouvé avec 70 astifies d'emails imprimés. On n'avait plus aucune idée sur où on s'en allait. C'était vraiment dur de réussir à savoir les discussions. Là, il n'était pas là à la discussion. Puis là, on est tombé sur quelque chose d'encore plus révolutionnaire que notre projet. On est tombé sur quelque chose qui venait juste de sortir, qui s'appelle Google Drive. Fait que là, vous prenez tout ça pour acquis, là, OK, les jeunes étudiants, là. Mais Google Drive, là, c'était comme quelque chose, là. Moi, ça faisait 1 an que c'était sorti, cette affaire-là, quand c'est arrivé. Puis ça a changé notre vie. Parce que là, c'était comme, là, Mireille, tu vas aller dans Mireille mars 2013, puis tu vas mettre ton commentaire sur le Google Drive. Puis là, tout va être à la bonne place. On va réussir à suivre toutes les discussions. Plus d'emails. On n'envoie plus d'emails. Fait que là, tout le monde commence à embarquer sur Google Drive. Puis là, les semaines passent, les mois passent. Puis après ça, on a comme brisé Google Drive. Fait que là, on s'est ramassé avec, genre, les colonnes jusqu'à ZZ. On s'est ramassé avec tellement d'affaires là-dessus, puis de trucs de couleurs. Tu sais, on se ramassait avec révision Fred, finale, poste Mireille, Mireille, pas d'accord. Puis là, ça avait comme plus de sens. Tu sais, on savait plus c'était quoi qui était quoi. Puis après ça, on a essayé de faire une charte de couleurs pour dire, OK, on va mettre ça bleu, c'est fait, rouge si on n'est pas d'accord. Puis honnêtement, on n'avait plus absolument aucune idée où est-ce qu'on s'en allait. C'était comme trop d'informations. Puis à un moment donné, honnêtement, on a pris peur un peu dans le projet parce qu'on se ramassait pour un médicament qu'on avait 25 versions du tableau. Hey, mais c'est dangereux, cette affaire-là. Là. Le monde va l'utiliser pour réanimer des bébés en train de mourir. Le truc, c'est pas genre, il va-tu avoir une erreur? Il faut qu'il y ait 0 erreur. C'est pas genre 0,1% d'erreur, c'est 0 erreur. Fait que là, comment tu fais si moi, je révise le document, puis après ça, toi, tu vas regarder dans le document, tu changes quelque chose, ça l'invalide ma révision. Puis c'est là qu'on s'est dit, OK, on a besoin d'un pipeline de testing. Il faut qu'on mette comme une standardisation là-dedans. Fait que là, on a commencé à dire, nous autres, nos standards pour produire ça, c'est on fait une revue de littérature, on fait un tableau, on s'ostine, puis après ça, moi, je signe en bas, puis après ça, Mireille signe en bas, puis après ça, on met ça dans le cartable. Mais là, ce qui est drôle, puis ça, je suis sûr que vous avez déjà vécu ça, mais quand tu travailles avec du monde crinqué bénévole, là, si tu grattes, il y a tout un toc en arrière de ça. Hein? Fait que là, après ça, ce monde-là, il disait « Fred, t'as oublié un point. » J'étais comme « Non, il n'y a plus de point, là, c'est révisé. Là. »« Ouais, mais là, c'est pas égal. » Puis là, c'était vraiment quelque chose d'arriver à un consensus. T'sais. Mais là, après 1 an, on a réussi à avoir notre consensus. On a publié le tableau d'administration des médicaments de l'urgence de l'hôpital Charlemagne. Puis, écoute, on était tellement excités de ça. Là. On a payé nous autres même comme 30 copies au bureau en gros. On a mis ça couleur, lustré. On a mis partout dans l'hôpital. On a mis aux soins intensifs, ces chariots de code, à l'urgence, à l'étage. Puis on était comme fiers. Tu sais, t'arrives, ça fait 1 an que tu travailles là-dessus. C'est vraiment complet. C'est vraiment super utile.
Jusqu'à temps qu'on se rende compte, dans toute cette grosse affaire-là, que ultimement, ça servait absolument à rien. Fait que là, moi, je me suis ramassé sur une vraie réanimation. Puis, j'arrive pour prendre le cartable que j'ai fait. Puis là, j'étais comme, c'est absolument inutile. T'es là à essayer de flipper les pages, de retrouver c'était où, tu vois toutes les couleurs. Là, j'étais comme, voyons. Mais ce gars-là, c'est quelque chose. T'sais, on vient de travailler 1 an là-dessus, puis c'était tout du temps bénévole. Là, on a mis des centaines d'heures là-dessus. Mais là, après, on s'est dit, on pourrait-tu mettre ça sur un téléphone? Puis là, ça a l'air comme évident. Ben là, c'est évident que tu fais... Mais tu sais, moi, j'avais un iPhone 3 à l'époque, quand on avait là-dessus. OK? Pour vous donner juste une idée du genre de paradigme qu'on avait, là, j'ai soumis l'idée d'une application de dosage de médicaments à un grand institut de recherche. Puis là, j'aurais aimé ça garder le email, Colin, je l'ai perdu avec le temps. Mais ils m'ont répondu « projet refusé » parce que le potentiel du projet de Dr Lemaire est très limité parce que ça impliquerait que les médecins se promènent avec des téléphones intelligents dans leur poche. Puis là, moi, je capotais parce que là, j'étais comme, c'est qui ces dinosaures-là? Tu sais, je veux dire, c'est évident que tout le monde va avoir un téléphone. Mais déjà là, il y avait des gens qui faisaient de la recherche, qui font un petit peu moins, tu sais, de clinique, puis ils pensaient que c'était juste une mode qui allait partir. Mais quand même, tu finis par te dire, c'est pas vrai qu'on va faire ça tout seul. Tu sais, c'est un trop gros projet pour pouvoir une petite gang de Charlemagne qui fait ça. Fait que là, je me suis dit, on va aller connecter avec des grosses institutions. Fait que là, je suis allé voir le ministère, des centres de recherche, des universités, des gros hôpitaux. Puis j'ai dit, hey gang, c'est l'avenir, collaborez avec nous autres, on va développer un app de dosage. Puis là, ce que je me suis fait répondre, puis ça m'a vraiment fâché, c'est-à-dire, hey, tu sais, Dr Lemaire, c'est une bonne idée, tu sais, bravo pour votre idée, mais c'est dangereux, votre affaire. Quand le monde a de la misère, on est mieux qu'ils nous appellent. Tu sais, ils ont juste à nous appeler, on va les aider, on va donner. Puis ça, c'est que c'est pas vrai. Parce que c'est facile quand tu es dans ta tour d'ivoire, tu sais, de centre quaternaire, de dire « Ah, oh, tu sais, m'appeler à 2 heures du matin, je vais pas te prodiguer mon savoir. » Mais c'est pas ça qui se passe. Quand tu es prêt à l'urgence avec un Benjamin en train de mourir, là, tu es tout seul. Tu peux pas appeler un hôpital en criant et en disant « J'ai besoin d'aide. » Tu sais, juste avant de trouver quelqu'un à qui tu parles qui va te donner les informations que tu as besoin, ça va prendre 45 minutes, 30 minutes si tu es chanceux, 1 heure si tu n'es pas chanceux. Fait que moi, l'idée de dire, tu sais, OK, fait qu'on va juste appeler les grands experts, je trouvais ça inacceptable. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, on va la faire tout seul, notre application. Puis ça, c'est le premier croquis que j'ai fait de l'app, tu sais. C'est drôle parce que ça ressemble encore à ça, mais ça date de 2014, ce croquis-là. Mais le gros problème qu'on avait, c'est que ça coûtait super cher. Parce que, tu sais, dans le temps là, que j'ai fait des soumissions, il y avait 8 personnes au Québec. Il y avait 8 institutions là, que tu pouvais appeler comme de compagnies qui faisaient du développement d'applications. C'était vraiment, vraiment pas quelque chose qui se faisait. Puis je me rappelle, j'avais fait une soumission à un gros organisme là, qui faisait des applications. Puis ils nous ont envoyé quelque chose de 225 000. Puis là, j'étais là, en 2014, tu sais, c'était beaucoup d'argent. Puis on a fini par trouver un développeur, mais on n'avait pas de fonds. Puis on était prêt à mettre de l'argent personnel là-dedans, mais c'était juste trop cher. Fait qu'on est allé cogner à la porte de la fondation de l'hôpital Charlemagne. Puis eux autres, ils ont compris tout de suite qu'il y avait une vision dans ce projet-là. Ils ont vu au jour 1 que ça allait sauver des vies. Ils ont vu que c'était ça l'avenir de la profession, que tout le monde allait utiliser un téléphone intelligent. Puis ils ont été game d'embarquer avec nous autres. Puis en 2016, on a publié Easy Drip PED, qui était à ce moment-là la première application de réanimation bilingue au monde. Puis après ça, j'ai vécu quelque chose de très, très, très personnel, puis que je ne m'attendais pas dans les mois qui ont suivi le lancement. Parce que, tu sais, la mondialisation, on prend ça pour acquis. Tu sais, quand vous arrivez à l'épicerie, puis tu prends une banane, tu ne penses pas que cette banane-là, elle vient de l'Équateur, puis qu'il y a quelqu'un là-bas qui a une ferme, puis qui a des employés, puis qui a des machines, puis qui a un écosystème, puis qui a réussi à l'accueillir juste au bon moment, puis l'envoyer après dans un système d'exportation super compliqué pour qu'elle arrive exactement au bon moment dans ton épicerie pour que tu puisses la manger. Mais quand c'est ton produit que tu lances dans le monde comme ça, l'expérience n'est pas pareille. Tu sais, imaginez-vous, moi, je me suis réveillé un matin, puis j'avais un courriel d'un intensiviste pédiatrique de l'Ohio qui disait « Hey, grosse réa cette nuit, j'avais un bébé en train de mourir, j'ai utilisé l'app, c'était super bon, mais il manque tel médicament. » Puis là, j'ai comme fait « En Ohio, il y a un intensiviste pédiatrique qui a pris notre affaire. » Fait que, tu sais, mettons, moi, je vais faire un chiffre à l'urgence, je suis capable de voir 20 patients, mais j'en verrai jamais 375, là. Puis là, moi, de penser qu'avec le levier de notre outil,
que moi, je peux dormir puis aider à sauver des vies en Ohio, ça m'a fait complètement capoter. Ça m'a comme donné une espèce de relation personnelle par rapport au fait que quand tu mets quelque chose sur l'App Store, ça fait juste s'en aller dans le monde, tu sais. Puis après ça, au courant des mois, on a commencé à avoir du feedback un peu partout à travers le monde. Puis on s'est ramassé avec 600 utilisateurs dans 12 pays à peu près à 7 mois après. Puis on ne s'attendait pas à ça pendant tout. Le mois, on faisait un app pour nous autres, puis ça donne qu'on a mis ça sur l'App Store. Puis après ça, on va un petit peu plus loin. En février 2019, c'est vraiment là que les choses ont commencé à changer. Parce que là, on avait notre croissance d'utilisateurs, puis les gens l'utilisaient de plus en plus. Mais là, on s'est ramassé qu'il y a un hôpital du nord du Québec qui nous a demandé une licence. Parce qu'il disait, là, nous autres, on ne veut plus de protocole papier, on ne veut plus avoir des espèces d'outils de tableau Excel, on veut juste avoir une licence, on va mettre ça sur tous les iPads, sur tous les ordinateurs, puis sur tous les téléphones du monde, puis ça va être ça qu'on va utiliser. Mais ça, c'est une grosse différence. Il y a une différence entre quelque chose que tu fais, puis tu dis, je le fais pour moi, puis là, je le donne sur l'App Store. Mais là, il y a un hôpital qui va utiliser ça à un niveau institutionnel. C'est quelque chose quand même, parce qu'encore là, moi, j'avais fait une petite Québec King, j'étais tout seul là-dedans, il n'y avait pas de structure. Là. Puis là, on s'est assis toute la gang. La gang de bénévoles était rendue grosse à ce moment-là. On était rendu à peu près 25 professionnels de la santé qui donnaient tout leur temps bénévole là-dedans. Puis vraiment comme du monde de partout, de tous les raccoins de la médecine. Là. Des pharmaciens, des médecins, infirmières, inhalothérapeutes, des paramédics, des soins intensifs à l'urgence. Puis là, on s'est assis et on s'est dit, nous autres, dans le fond, ce qu'on veut, c'est pas une opportunité d'affaires, cette patente-là. Nous autres, on veut sauver des vies avec ça. Fait qu'on a créé un organisme à but non lucratif. Puis après ça, tranquillement, ça a continué à grossir. On a publié la version Easy Drip tout court, qui était la section adulte puis pédiatrique. Puis après ça, on a commencé à avoir des emails vraiment bizarres de gens qui avaient entendu parler de l'app, mais que pour eux, 2,99, c'était pas envisageable. De pays comme le Yémen, le Mali, l'Afrique du Sud. Fait que là, on a fait, on vous le donne gratuit. Nous autres, on est là pour la cause. Je veux dire, utilise-les, mon app au Yémen. C'est vraiment hot, là. Puis là, tranquillement, on a commencé à augmenter notre nombre d'utilisateurs. On s'est ramassé avec 3000 utilisateurs à travers le monde. Puis c'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était en train de mourir. Qu'on s'en allait dans un mur à 100 000 à l'heure. Puis c'était clair. Ça ne pouvait plus survivre. Puis ça a l'air bizarre, parce que tout allait bien. Dans le fond, notre nombre d'utilisateurs augmentait. Mais on est tombé à un point où on n'avait pas de structure pour réussir à prendre toute cette croissance-là. Parce que même s'il y avait une structure de bénévoles, moi, j'étais encore tout seul là-dedans. Là. Moi, là, je prenais mes samedis, dimanches à répondre à des utilisateurs. Puis, là, je sais que vous ne savez pas ça, là, mais dans MedTech, tout le monde sait ça. Okay? Quand tu fais un doctorat en médecine, ça fait grossir une partie de ton cerveau, puis ça pousse sur la partie qui fait installer des choses sur ton téléphone. Fait que quand tu fais comme, mettons, le support à clientèle de médecins, là, tu te ramasses avec des gens avec des gros échos, mais ils ne sont pas capables de peser sur le bouton « Lost my password ». Fait que c'est vraiment dur de faire du support de docteur. Puis, imaginez-vous, là, moi, c'était mon numéro de cellulaire là, qui était là-dessus, là, qui était comme sur l'App Store, qui était... Fait que là, je recevais des textes des fois pendant un chiffre, puis c'est tough, un chiffre d'urgence. Là, t'as des patients qui vont pas bien, puis tout ça, puis je recevais un texte, l'app marche pas. Là, j'étais là, tabarouette, tu sais, comme... Tu sais, t'es qui? Tu sais, c'est quoi? C'est vraiment pas facile. Puis là, des fois, c'est un firewall qui bloque le Wi-Fi, puis tu sais, c'est des choses en dehors de mon contrôle. Puis là, moi, j'étais obligé de gérer tout ça. Puis honnêtement, l'équipe, ça en allait pas mal en burn-out. Parce que ça a l'air facile de dire « Hey, on fait le produit », puis là, au début, tu as beaucoup d'excitation, mais après ça, tranquillement, hey, c'est une responsabilité épouvantable, ça, là. On a de plus en plus d'hôpitaux qui l'utilisent. On a des utilisateurs qui nous demandent plein d'affaires. Puis moi, même si ma gang ont des cœurs gros comme ça, il y a un nombre limite d'heures bénévoles que tu peux faire dans une journée. Fait que là, on était rendu que tout le monde faisait ça, tu sais, sur leur temps de famille, sur leur temps de santé physique, psychologique. Puis là, je sentais que ça faisait juste aller en augmentant les besoins, mais que là, l'équipe commençait à être vraiment saturée. Puis c'était vraiment comme une crise identitaire pour notre OBNL, parce que nous autres, on était fiers, on disait, tu sais, nous autres, on est l'OBNL, on n'est pas une for-profit, on est là pour la cause, on est là pour sauver des vies. Puis c'est vrai qu'on est là pour sauver des vies. Sauf que là, on se ramasse, ouais, je veux bien, là. Mais là, cette année, tu sais, à force de le donner gratuit à tout le monde, on a fait 5 000 $, puis ça a coûté 55 000 $, puis on a mis cet argent-là de notre poche, puis ça fait juste aller en augmentant, là.
Puis moi, c'était vraiment une grosse leçon d'humilité parce que c'est comme si je pensais que j'étais au top d'une montagne. Tu sais, tu dis, hey, on a fait une belle gang, puis on a fait une belle application, puis c'est partout à travers le monde, puis on a réussi à rester un OBNL. Puis là, c'est comme pour me rendre compte que finalement, je ne suis pas au sommet pantoute. Là. Tu sais, le sommet, il est là, puis le bout de toffe, il n'est même pas fait. Parce que c'est ça, le bout de toffe. Le bout de toffe, c'est de dire que ça va vivre longtemps, puis que je vais réussir à payer mes développeurs, puis que je vais réussir à ce que mes bénévoles, ils travaillent un peu moins, puis qu'on les rémunère sur l'équipe permanente pour qu'ils réussissent à faire ça sur des heures qui ont du bon sens, puis qu'ils aient leur fin de semaine avec leur famille. Puis ça, c'est une grosse transition. Puis c'est comme là que j'ai remarqué, tu sais, que la seule façon que ça survive, c'est qu'il fallait que je devienne un entrepreneur. Parce qu'à ce point-là, le produit était super. Tu sais, le produit était apprécié, ça marchait, mais la partie comme business, c'était n'importe quoi. Là. Tu sais, on n'avait aucune idée. Tu sais, une gang là, de pharmaciens, d'infirmiers puis de docteurs là, dans le CA. On ne savait pas c'était quoi un CA, on n'avait pas de règles de CA, on n'avait pas d'assurance, on n'avait pas jamais fait de demande de subvention. J'ai aucune idée. Là, tu sais. Puis là, il y a le comptable qui dit « Ah, c'est quoi tes chiffres? » tout ça. Puis là, je suis là, oh, tu sais, c'est pas clair. Tu sais. Fait que là, je suis retourné à l'école. Puis j'ai fait le parcours d'impulsion sociale du développement économique de Longueuil. Puis eux, en fait, ils accompagnent des OBNL. Ils nous ont accompagnés pendant 2 ans et demi à faire du coaching. Puis c'est vraiment des gens extraordinaires qui ont dit « Écoute, honnêtement, là, c'est vrai que c'est en train de mourir ton affaire puis t'es pas sorti du bois. » Ça a seté les attentes. Puis on a commencé à travailler. On a commencé à mettre de la structure. On a commencé à avoir des CA qui ont du bon sens. On a commencé à mettre du monde sur le CA qui n'était pas des docteurs, des infirmiers, des pharmaciens, des inhalothérapeutes, mais du monde qui savait vraiment qu'est-ce qu'ils faisaient, tu sais, parce que là, on était à un point où là, on avait vraiment besoin d'aide. Puis à un moment donné, il est arrivé quelque chose de vraiment bizarre. Je me suis levé un matin puis j'avais un courriel dans ma boîte d'une pharmacienne du CHIO. Fait que c'est l'hôpital pour enfants de l'Ontario qui dit « Hey, moi, je suis une utilisatrice d'Easy Drip, mais je suis aussi une pharmacienne spatiale. » Je dis, OK. C'est un peu weird d'être une pharmacienne spatiale puis de travailler au CHIO. Elle a dit, as-tu vu passer le concours de l'Agence spatiale canadienne? Mais tu sais, nous autres, on n'était pas comme ben orientés pour avoir des ambitions spatiales. T'sais, on était comme en train de se noyer, c'était pas clair, on n'avait pas d'argent. C'était pas le meilleur moment parce que le coaching, c'est super cool, mais t'as encore $0. Tu as juste plein de choses à faire puis plein de choses que tu te dis que tu fais pas correct. Mais tu sais, long, avant de réussir. Mais je suis quand même allé checker le concours parce que, tu sais, c'était vraiment intriguant. Puis dans le fond, la prémisse du concours était vraiment intéressante. C'est-à-dire que l'espace lointain puis les régions éloignées, c'est un peu le même problème. Tu sais, imaginez-vous, là, on s'en va, mettons, sur Mars. Puis là, en mi-chemin, on est 6, puis il y en a un qui se met à convulser. Hey, c'est quelque chose, là. Tu as un délai de communication de 15 minutes avec la Terre. Tu as du monde super intelligent, mais qui n'ont pas une expertise spécifique en réanimation. Tu as de l'équipement qui est limité. Tu as du personnel qui est limité. Ça commence à ressembler, honnêtement, à ce qu'on peut s'imaginer qu'une infirmière vit toute seule à Coudjouac à 2 heures du matin avec un enfant qui va pas bien, tu sais. Super bright, mais qui sait plein d'affaires qui n'est pas juste de la réanimation, puis qui n'a pas le choix de le réanimer, cet enfant-là. Fait que le but du concours, c'était est-ce qu'on pourrait utiliser l'étincelle de l'exploration spatiale pour faire des innovations qui vont avoir un impact sur Terre? Ben moi, c'est sûr, tu sais, ça m'a tout de suite excité parce que Easy Drip, tu sais, c'est comme 5 % de la vision que j'avais pour la patente, là. Tu sais, le dosage des médicaments, c'est beau, là, mais la logistique de la réanimation, c'est bien pire que ça. Là. Hey, tu as les médicaments, mais tu as l'équipement, tu as des conditions cliniques, tu as des algorithmes de traitement, tu as des procédures. Moi, ce que je veux faire depuis le début, c'est un assistant à réanimation. C'est pas juste une affaire de dosage. Mais le gros problème que j'avais, c'était inimaginable de me lancer là-dedans. Tu sais, déjà, c'était super difficile d'aller faire mes chiffres à l'urgence. Puis là, à un moment donné, je me suis levé un matin puis je me suis dit, hey, pourquoi je ne prendrais pas une année sabbatique? Ça a l'air facile à prendre comme décision, mais honnêtement, c'est pas facile. Parce que tu te ramasses à dire hey, 1 an, pas de revenus, pas planifié. Mais l'affaire qui me faisait le plus peur, c'était de perdre mes skills. Parce que quand tu es à l'urgence, là, ça va vite. Tu vois du monde en train de mourir ou que c'est toi le leader. Puis la chose qu'on a toute peur, c'est que si tu freezes puis tu sais pas quoi faire, tu n'as plus ta place dans une salle de réanimation puis il faut que tu commences à penser à d'autres choses. Parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix d'agir, peu importe c'est quoi le cas qui arrive. Puis ça m'est arrivé d'avoir, tu sais, comme 2-3 semaines où tu as des cas tranquilles, tu pars 2 semaines, puis là, tu reviens, tu fais « Oh, ça fait 5 semaines, je suis rouillé. » Là, 1 an, c'est quelque chose, tu sais. Fait que là, j'en ai jasé avec mes chums. Puis j'ai appelé une de mes amies qui est urgentologue, qui est urgentologue à Lévis. Puis elle m'a dit, dans le fond, Fred, c'est un peu comme un congé de maternité que tu veux prendre. Mais tu sais, pas d'enfant, pas de bébé, pas d'allaitement. Je pense que tu vas être correct. Puis là, honnêtement, après ça, je me suis dit, ouais, honnêtement, je pense que je vais être correct. Fait que je me suis lancé à prendre mon année sabbatique.
Puis là, c'est là qu'on s'est assis toute la gang, puis on s'est dit, hey, tu sais, tant qu'à penser à quelque chose qu'on va pitcher à l'Agence spatiale canadienne, dream big, tu sais, on y va all-in. Fait qu'on s'est dit, tu sais, tu fais pas ta carrière longtemps en médecine d'urgence avant de te rendre compte qu'un médecin tout seul en salle de réa, ça sert à rien. Tu sais, moi, si j'arrive puis je suis chef d'orchestre puis il n'y a pas de band pour jouer, ça marche pas. Fait que c'est sûr que ce truc-là, il faut qu'on le fasse, qu'il soit utile pour tout le monde. Il faut que ce soit utile pour les infirmières, les inalos, les pharmaciens, les paramédics, les docteurs. Puis il faut que ça soit quelque chose qui marche sur n'importe quoi. Il faut que le monde puisse avoir ça sur un iPad, un Android, leur téléphone, et ses ordinateurs. Puis il faut que ça soit pour n'importe quel patient. Parce qu'à la fin de la journée, tu peux voir n'importe quoi. Peu importe c'est où que tu pratiques, que ce soit un centre pédiatrique ou un centre adulte, un centre spécialisé ou un centre loin, tu peux toujours voir quelqu'un du nouveau-né prématuré de 23 semaines à l'adulte de 420 livres. Fait qu'il fallait que l'app reflète ça. Fait que c'est ça qu'on a fait. On a réussi avec la Fondation de l'hôpital Charlemagne à se mettre all-in dans ce travail-là. Puis, au mois de mai 2023, on a appris qu'on faisait partie des 5 finalistes du défi. C'était big, là, parce que, tu sais, ça, c'est 120, 130 entreprises de partout à travers le Canada qui avaient appliqué, puis il y avait des grosses entreprises là-dedans. Fait que nous autres, juste dire on est en finale, un OBNL, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis c'était aussi une phase qui n'était pas facile, parce que moi, je recommençais à travailler, parce que mon année sabbatique était finie. Puis il y avait comme une espèce de transition. Là, je faisais des chiffres. L'app n'était pas encore publiée. Les développeurs se rencontraient, mais je n'étais pas là. Là, j'essayais pendant mon chiffre de répondre aux questions. Puis là, il est arrivé une rencontre, moi, qui a changé mon existence. On a eu le droit d'avoir une rencontre avec le directeur médical de l'Agence spatiale canadienne, Dr. Rafi Koyumjan. Puis lui, ce gars-là, c'est une légende de la médecine aérospatiale. Tu sais, là, pour vous donner une idée, là, quand David Saint-Jacques il est atterri d'un plaine de Russie, c'est lui qui attendait pour dire « Hey, David, es-tu correct? » C'est quelque chose quand même. Là, puis, pensez-y, là, quand Chris Hadfield jouait de la guitare, s'il a mal à la tête le soir, il fait comme « Hey, Rafi, prends un Tylenol, mon Chris. » C'est un peu fou de penser qu'il parle avec un astronaute à la Station spatiale internationale. T'sais. Fait que c'est lui le médecin des astronautes canadiens. Puis on avait le droit, avec la finale, de le rencontrer pendant 1 heure avec Mike Green, qui est un autre flight surgeon de l'Agence spatiale canadienne. Puis écoute, on a capoté complètement. T'sais, on a commencé à dire « Mais là, arrête, là! Mais là, maintenant, quelqu'un qui convulse, qu'est-ce que tu as? Mais là, tu peux-tu reconstituer en microgravité des médicaments avec une poudre? Ça doit pas, ça doit être prédilué. Mais là, mettons que tu n'as pas de voix, y a-tu un intraosseuse? Puis là, si jamais, y a-tu un high gel? Qu'est-ce que tu fais? Peux-tu mettre un drain thoracique? Ça ressemble à quoi, là? Hey, je veux dire, c'est capoté, là. Puis moi, je suis ressorti de là, puis j'étais comme, j'ai 11 ans. Tu sais, je veux dire, c'était vraiment, vraiment, vraiment excitant, là. Tu parles avec quelqu'un qui réanime des astronautes, qui parle des astronautes. Puis je veux dire, ce gars-là, il communique avec les astronautes pour regarder puis suivre leur état de santé. Fait que moi, je suis ressorti de là comme survolté. Tu sais, comme j'étais vraiment, 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 vraiment excité. Puis là, j'ai décidé de caller un meeting à ma gang. Là, j'ai dit, OK, guys, il reste 6 mois. Puis après ça, au mois de novembre, on va aller pitcher ça à l'Agence spatiale canadienne d'une démonstration live pour le jury. Et là, je pense que j'ai une idée. Tu sais, ce monde-là, les finalistes, là, ça va être corporate. Tu sais, là, c'est du monde qui ont déjà des millions, qui vont arriver puis qui vont faire un pitch plus traditionnel. Fait que je dis, check ce qu'on fait. Moi, j'arrive puis je me déguise en homme d'affaires avec mon veston pour faire comme un pitch. Puis là, mon fils arrive en arrêt cardiaque. Puis là, on s'est dit, on le fait arriver avec des paramédics en plein milieu, OK, sur une civière de paramédics, en plein milieu des juges. On commence à le réanimer. Puis là, c'est tout du vrai monde, là. OK, parce que, tu sais, nous autres, c'est facile. Tout le monde est déjà dans l'équipe, là. Fait qu'on met un inhalothérapeute à la tête, on met 2 infirmières ses voix, on met un médecin. Puis après ça, moi, je me promène dans le jury avec l'application qui est sur le screen. Puis là, je dis, OK, fait que là, présentement, il est en train de prendre tel tube, mais il n'est pas obligé de faire tel calcul parce que c'est déjà dans l'app. Pouf! La nurse ici, elle est en train de faire la recette, mais elle n'est pas obligée d'aller checker dans ses livres parce que c'est déjà là. Pour essayer de montrer un peu c'est quoi qu'on essayait de faire, parce que c'est abstrait de faire une application. Tu sais, il y avait du monde qui ont appliqué pour ce concours-là qui faisait un IRM qui fonctionne en microgravité. Hey, c'est dur à battre, là. Pour le wow, là, tu fais comme quelque chose, tu sais. Fait que là, je me suis dit, c'est la seule façon qu'on va réussir à ce qu'il catch. Puis je me suis dit, OK, check bien ce qu'on fait. Après ça, on présente un cas de la mission Artemis. Christina, elle va pas bien, elle tombe en choc septique. Puis là, on distribue des iPads aux juges avec la version spatiale des Irisas qui fonctionne pour l'espace. Fait que là, on met tous les médicaments, tout l'équipement, toutes les illustrations, tous les protocoles. Puis là, on fait réanimer par les juges l'astronaute avec notre affaire. Puis là, ma gang m'a dit comme, t'es sûr ça va, Fred? Tu sais, comme c'est intense un peu ton affaire.
Puis là, ils m'ont dit, OK, tu sais, l'idée de RAF, c'est pas pire, mais il faudrait qu'on en parle avec les communications de l'Agence spatiale, tu sais, pour être sûr que, tu sais, on crée pas comme, tu sais quoi, d'incidents, tu sais, puis on pourrait faire, mettons, une maquette. Tu sais, on ferait une maquette, on présente la maquette, puis là, on va dire, regardez ce que ça pourrait ressembler. Tu sais, ça serait comme plus raisonnable. Donc, on a dit, OK, on fait ça. On appelle les communications, on fait une maquette. Puis là, finalement, j'ai pas appelé les communications, puis j'ai lâché ma job le lendemain. Parce que, puis c'était pas facile ça non plus, parce que ce job-là, je l'aime, là. Moi, là, je suis passionné par la réanimation pour la médecine d'urgence. J'aime ma gang à Charlemagne, j'aime les patients, j'aime la relation avec les patients. Mais j'avais l'impression que c'était le temps d'y aller all-in. Tu sais, je me disais, hey, je ne vais pas arriver avec une maquette. Imagine qu'on ne l'a pas. Toute ma vie, je vais me dire, hey, j'aurais dû faire mon idée au complet, tu sais. Fait que j'ai décidé d'y aller all-in. Fait que j'ai fait un double down sur ma sabbatique, parce que là, c'était comme un peu dur de demander à ma gang de dire, je viens de prendre un sabbatique, je peux-tu avoir un autre sabbatique? Tu sais, là, c'est comme à un moment donné, tu sais, honte tes affaires. Fait que là, j'ai remis ma lettre de démission, puis on est allé all-in. Fait que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de visiter la Station spatiale internationale en réalité virtuelle, mais c'est vraiment cool, OK? Il y a ça à Montréal avec Infinity. Puis j'ai amené toute l'équipe de dev parce que je voulais avoir comme une idée, OK, on veut faire quelque chose qui va marcher sur la Station spatiale internationale, mais tu sais, on connaît rien là-dedans. Fait que là, on n'a comme pas d'idée, ça va-tu marcher? Mais là, c'était super drôle parce que cette présentation-là, c'est faite pour apprendre des informations sur la Station spatiale internationale. Mais moi, j'essayais juste de spotter le kit médical. Fait que là, il était là, il parlait, puis là, je suis là, le défibrillateur est là, OK, et puis ça, le strap là, si jamais il faut faire le RCR. Puis j'ai vraiment été capable, avec la réalité virtuelle, de voir un peu comme les lieux physiques de la réanimation. Puis ça, j'ai trouvé ça comme super extra motivant. Après ça, on a réussi à trouver le contenu de tout le matériel qu'il y avait à bord de la Station spatiale internationale. Parce que ça, c'est tout disponible online grâce à la loi sur l'accès à l'information aux États-Unis. Puis on a tout mis là-dedans. On a mis tout l'équipement, on a mis tous les médicaments, on a mis toute la localisation de chaque pièce d'équipement. Parce que, tu sais, pensez à ça, là. Mettons, moi, je cherche une seringue de 10 cc, il y en a 3000 dans mon urgence. Mais là, il y en a comme 3 dans la Station spatiale internationale. Fait que là, c'est à flotte quelque part, c'est comme cool de ne pas savoir où l'autre, tu sais, comme. Fait qu'on a adapté l'application pour qu'il y ait vraiment quelque chose de spécifique au contexte. Puis on a même refait les illustrations médicales. Fait que, tu sais, les illustrations médicales qu'il y avait à l'intérieur du guide, il y avait besoin d'un update. Fait qu'on a payé une illustratrice médicale pour faire 80 illustrations médicales dans l'app. Honnêtement, tout ça pour genre 5 minutes de démonstration, là. Fait qu'on a mis des centaines d'heures pour faire notre app spatiale, pour la montrer au jury pendant 5 minutes. Puis on a gagné le concours. On était vraiment fiers de ça, parce qu'on était, comme je vous dis, c'est un des seuls organismes à but non lucratif de toute la gang. Puis c'était un gros, gros concours. La journée qu'on a reçu la bourse de l'Agence spatiale canadienne, il restait deux semaines d'argent dans le compte. C'est tough, l'entrepreneuriat. Ça te rend vraiment, vraiment honnête par rapport à tout ça, comment les choses coûtent cher. Mais après ça, avoir ce genre de tape-là dans le dos, mais ça fait rêver encore plus grand. Parce que, tu sais, moi, c'est pas mal plus gros qu'Easy Resource depuis le début de ce que j'ai dans la tête, là. Mais j'osais comme pas le dire, t'sais. Mais là, tu te dis, hey, on vient de gagner ça. Moi, ce que je veux faire, c'est Jarvis d'Iron Man. Tu comprends? Moi, c'est ça que je veux faire. Moi, je pense pas qu'on va se faire remplacer comme professionnel de la santé durant la première heure de la réanimation, mais je pense qu'on peut avoir de l'aide. Puis après ça, fait juste imaginer, là, moi, je veux y parler, moi, à mon Easy Resource, puis je veux voir qu'est-ce qu'il me dit, puis je veux qu'il m'assiste avec le diagnostic. Mais ça, c'est complètement fou. Mais qu'est-ce qui est bizarre, c'est qu'à force d'être fou, puis d'en jaser avec du monde, bien, de temps en temps, ça avance. Puis là, on a pitché Jarvis aux 2 plus grandes institutions de recherche en intelligence artificielle de Montréal. Puis bien, ils ont dit, hey, c'est pas fou pantoute, on embarque, c'est sûr que c'est Jarvis qui s'en vient, tu sais. Puis ils commencent à travailler là-dessus en septembre. Puis après ça, la gang de l'Agence spatiale canadienne nous a dit, vous êtes en faire, c'est encore un prototype, mais on pourrait l'amener dans un vol parabolique. Fait que ça, c'est un avion commercial qui va à 45 degrés, puis après ça, qui diminue à 45 degrés, puis ça simule la pesanteur. Fait qu'ils vont tester notre prototype. Puis honnêtement, on va savoir demain si on a notre bourse de MedTech Plus pour prendre notre prototype puis en faire quelque chose d'utilisable. Mais tu sais, on a Josh qui s'en va en 2025, qui va être notre astronaute canadien qui va être à bord de la Station spatiale internationale. Puis honnêtement, c'est pas complètement fou de penser que notre prototype pourrait être testé là, tu sais. Peut-être qu'il ne sera pas utilisé, mais juste que ça soit testé, c'est capoté. T'sais. On parlait de mondialisation tantôt. T'imagines que dans l'espace, ils utilisent notre affaire, c'est quand même fou. Puis
Parce que c'est ça qui est bizarre, tu sais, dans la vie. Tu sais, nous autres, ça a parti petit, notre affaire, là. C'était l'urgence de Charlemagne, une gang de crinqués qui voulaient faire quelque chose pour nous autres avec aucune ambition, tu sais, d'envergure. Puis là, tranquillement, tu sais, on a commencé à en vendre un peu partout. Puis là, on a des paramédics avancés qui l'utilisent aux États-Unis. Puis on a des hôpitaux dans le nord du Québec, puis des hôpitaux dans le reste du Canada. Puis on a plein de monde à l'international aussi. On a du monde en Suisse, en Italie, dans plein de pays en voie de développement, à qui on le donne gratuitement avec notre programme d'aide humanitaire. Puis là, présentement, il va falloir qu'on update ces chiffres-là. On est rendu avec 5500 users, puis on est rendu dans 40 pays. Puis de juste penser, tu sais, que ça pourrait être utilisé un jour dans l'espace, tu sais, c'est complètement fou. Mais c'est ça que je trouve beau, parce que, tu sais, ultimement, dans la vie, tout est possible. Que tu veux créer une faculté de médecine, que tu veux rentrer en santé animale au cégep, ou que tu veux faire une app qui change le monde, tu as juste besoin d'un gros rêve, tu sais, d'une team de feu, puis ben de la détermination. Merci beaucoup.